Alors bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce 22e épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans cet épisode, on va voir comment faire pour prendre une décision importante, comment gérer le stress qui souvent accompagne ces situations de vie où l'on doit faire un choix qui n'est pas toujours évident. Donc pour aborder cette thématique, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Marc Vachon. Donc bonjour Marc. Bonjour. Donc Marc, tu gères avec ta compagne, donc Marie Bérubé, le site oséchanger.com. Oui. C'est un blog qui traite de la psychologie, donc qui la vulgarise et qui la rend accessible au plus grand nombre. Ton blog, j'ai vu qu'il existait depuis déjà 2001, donc aujourd'hui c'est un site de référence sur la psychologie. Toi, tu as une maîtrise en psychologie, tu as enseigné cette discipline pendant plus de 25 ans. Oui. Tu animes des conférences en entreprise et en milieu universitaire, tu as fait ça au Québec et en France, donc sur des thèmes comme la gestion du stress, réussir ses changements, la motivation, le rapport à ses proches, la communication et comment faire pour avancer vers la réalisation de ses rêves. Donc tout ça, c'est des thématiques qui sont essentielles pour notre bien-être. Et tu es aussi le co-auteur avec ta femme du livre « Oser changer, mettre le cap sur ses rêves ». Donc Marc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc dans le sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment toi t'es arrivé à t'intéresser à la psychologie et à suivre cette voie, à étudier cette discipline? C'est très curieux parce que quand j'étais au défunt cours classique à l'époque, on faisait nos humanités et j'hésitais entre littérature et psychologie. Ça part de loin, hein? Et ce qui m'intéressait le plus quand j'étudiais les grands auteurs, c'était les analyses psychologiques des personnages. Alors, c'est pour te dire que... Et à un moment donné, quand j'ai eu à faire le choix entre littérature et psychologie, la psychologie m'intéressait parce que, pour moi d'abord, je pense bien, parce qu'elle nous aide à nous connaître, à nous comprendre d'une certaine façon. On dit toujours les psychologues, c'est des gens qui vont en psychologie parce qu'ils ne se comprennent pas. C'était pas tout à fait vrai, mais je trouve que la psychologie donnait déjà à l'époque des outils extraordinaires pour avancer, pour essayer de comprendre sa place dans le monde, comprendre un peu comment sont les autres avec qui on vit, etc. Alors c'est beaucoup ça qui m'a poussé à aller là-dedans et j'ai jamais regretté. Et finalement, tu vois, la littérature... j'ai continué à écrire toute ma vie, pas nécessairement des œuvres de fiction, Donc mais un autre genre d'écriture finalement. D'accord, donc c'est intéressant que c'est vraiment la littérature qui t'a sensibilisé à la compréhension de l'être humain, de comment il fonctionne. Est-ce que tu as un auteur que tu aimes particulièrement, un ou deux auteurs? À l'époque, on étudiait beaucoup la littérature française. On se replace, là, il y a quand même, ça fait au moins 5 ans de ça. Alors, c'était beaucoup la littérature française, les grands auteurs français, Péguy, Camus était vraiment un de mes préférés à l'époque. C'était, avec tout son concept d'aliénation, c'était absolument en plein dans... Je trouvais que ça, pour un adolescent, c'était un bel éveil au conflit intérieur et toute la littérature anglaise. On a eu la chance de lire beaucoup Somerset Maugham, des grands auteurs qui sont plus étudiés vraiment aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres maintenant, mais c'était des grands auteurs de la grande littérature et c'était, Dieu merci, on avait des prêtres qui nous enseignaient et qui avaient le souci de la langue française et le souci de la culture française et des humanités en général. Alors, tu vois, et la philosophie m'a amené à la psychologie aussi. Parce qu'on avait des cours de philosophie, beaucoup, et on étudiait en philosophie, la place de l'humain. On étudiait Freud carrément en philosophie à un moment donné. Alors, tu vois, c'est comme un amalgame j'ai eu la chance de pouvoir savoir assez rapidement où je voulais aller, alors que si je vivais aujourd'hui, peut-être que je serais un petit peu plus mêlé. Il y a tellement plus de choix. À l'époque, le cours classique avait comme une voie assez simple. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais besoin de la psychologie pour me démêler ou de l'orientation, finalement. Mais c'est vrai que là, tu as réussi à bien concilier tous ces domaines qui t'intéressaient initialement, que ce soit le comportement humain, la littérature et la philosophie. Qu'est-ce que ça t'a... Personnellement, est-ce que tu as senti que ces études, cette connaissance, ça t'a permis une évolution? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel, de mieux comprendre le comportement humain?
ça m'a apporté des outils d'abord et avant tout. Et comme on avait la chance aussi, lorsqu'on était en psychologie, de faire une thérapie un peu pour être capable d'aider les autres. Moi, j'allais en psychologie clinique. Tout ça m'a aidé à m'appliquer les outils. Et pour moi, c'est probablement, je trouve qu'un outil, je suis capable d'en parler dans la mesure où j'ai été capable de comprendre et de me l'appliquer. Et c'est toujours ce que j'ai fait. Il y a eu des moments, je dirais, dans mon parcours comme psychologue où j'ai eu des contacts avec des auteurs qui m'ont carrément donné des poussées extraordinaires, entre autres tous les outils de la programmation neurolinguistique il y a déjà peut-être 25 ans maintenant. Ça m'a donné un coup. C'est comme si, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est comme si tout d'un coup, je lisais des choses qui correspondaient à ma façon de fonctionner. C'est comme si je me reconnaissais dans ces approches-là, et ça a donné un élan énorme à mon développement, à moi, aux choix que j'ai faits, aux décisions importantes à un moment donné on va en parler probablement tantôt, mais de, de changer de carrière, par exemple, de laisser l'enseignement pour aller un peu plus du côté de créer mon entreprise et faire de la formation, bon, etc. Et c'est pour ça que je me dis, on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, comme j'avais lu à quelque part. Mais justement, quand on apprend tout ça, c'est la meilleure façon d'en parler. Après, on peut être crédible parce qu'on les connaît, ces outils-là. C'est pas seulement théorique. Oui, un Et peu. ça a donné, c'est vraiment, là, ça a été, et ça continue. Et je me dis, il y a des approches qui sortent maintenant en psychologie. C'est fou le développement de la psychologie des dernières années. Tout ce qui se passe maintenant au niveau des mouvements, entre autres le EMDR, au niveau des mouvements des yeux. C'est fascinant, les développements. Entre autres, je voyais récemment l'utilisation de la réalité virtuelle pour aider à traiter les cas de stress post-traumatique. Écoute, on est rendu dans un monde, c'est extraordinaire de voir les développements de tout ça. Et tu vois, j'ai gardé cette passion-là. Je sais pas, j'ai pas de stress post-traumatique à traiter, mais j'ai Oui. bien hâte de pouvoir jouer avec des jeux en réalité virtuelle. C'est une autre de mes passions, l'électronique et les jeux vidéo. Et tu vois, ça marie le blog à tout le reste aussi. Oui, c'est vrai que j'imagine que la panoplie qui s'offre dans la thérapie, dans la psychologie, ou toutes ces psychothérapies brèves, comme tu dis, c'est très très vaste. Et ce que je retiens surtout de ce que tu viens de dire, c'est que le fait d'être touché par quelque chose que l'on ressent déjà, que l'on avait déjà en soi, et d'avoir ce miroir à travers une méthode ou un enseignement ou un livre, on se dit, tiens, ça vient conforter ce que je ressens, ça me donne confiance dans ce que je ressens, dans mon intuition. Et après, c'est vrai qu'on a envie de partager ça avec les autres, leur dire, voilà, vous avez des doutes, c'est normal, vous ressentez ça, c'est normal. Et on sent que c'est ça qui nous motive et qui nous permet d'avancer. Donc je suppose... Le goût de transmettre, c'est pas tout le monde qui l'a. Nous, je pense qu'on l'avait, Marie et moi, du fait qu'on enseignait, mais c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Mais je pense que pour moi, c'est carrément, si je vois quelque chose d'intéressant, j'ai comme le goût de le dire à un paquet de gens. Et alors qu'au début, je ne pouvais que faire ça en consultation privée avec une personne à la fois. L'enseignement, les conférences, le blog, Internet me permettent de pouvoir lancer ces choses-là à un auditoire beaucoup plus grand. Et bon, tu sais pas toujours l'effet que ça fait, mais tu le sais, hein, les gens qui sont proches de ce qu'on leur enseigne écoutent et ça les aide un peu à avancer. Puis bon, mais les autres, c'est pas grave, là. On ne travaille pas pour sauver le monde, finalement. Oui. Et donc, ces outils t'ont permis de faire des changements importants. Donc, tu notais que tu étais enseignant et que tu es passé donc, je suppose, d'une carrière classique à une certaine prise de risque, donc en créant ton entreprise et en voulant créer ce blog et aller dans cette direction. Comment tu as fait pour pouvoir prendre cette décision? Parce que là, on s'approche du thème de ce podcast. Ouais, c'est une décision qui ne se prend pas du jour au lendemain. C'est une décision qui doit respecter un peu ce qu'on est comme personne, c'est-à-dire nos valeurs finalement, parce que tu peux avoir l'idée de vouloir tout laisser. C'est un peu comme partir en voyage. Hein. Tu peux dire,
Ouais, moi, j'ai le goût de partir en voyage. Je laisse tout derrière moi et je pars à l'aventure avec un sac à dos. C'est facile à dire, mais à un moment donné, tu te rends compte que peut-être que tu as la valeur de la sécurité qui est pas mal plus forte que tu croyais ou que tu as la valeur du confort ou tu comprends? À un Mm. moment donné, c'est des choix qui se font c'est des choix qu'il faut qu'ils viennent par en dedans. C'est-à-dire que donc, que tu te connaisses assez pour savoir que c'est pas un choix qui est motivé par la mode ou par l'air du temps, mais qui correspond vraiment à ce que tu es comme personne et qui respecte tes valeurs. Alors, dans mon cas, je te dirais qu'il y avait une espèce de conflit entre le goût que j'avais très tôt de partir comme ça, mon entreprise et à mon compte, et tout l'aspect de la sécurité financière qui, dans mon couple, était plus importante pour ma conjointe, entre autres, mais j'ai 4 enfants, alors je vais difficilement tout laisser ça. Et pour moi, ça a été une négociation pour réussir à... C'est pour ça qu'il y a nos valeurs à soi, puis il y a les valeurs des gens avec qui on vit aussi qui sont importantes. Puis bon, des fois, il y a comme des compromis à faire parce que la valeur de mon couple et de ma famille était plus importante probablement que la valeur de partir à mon compte. Mais une fois que tout ça s'est un peu placé, pour moi, le choix pour moi, ça a été d'y aller très progressivement, de commencer tranquillement à donner des conférences ici et là, et graduellement, à un moment donné, le choix, c'est comme fait de lui-même, dans le sens que... Alors, tu vois, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Je n'ai pas décidé, à un moment donné, je laisse tout et je passe ça. Moi, j'ai construit ça tranquillement, mais je savais où je voulais aller. Et D'accord. ça, c'est important, je pense. C'est important de savoir c'est quoi tu veux vraiment et que ce choix-là te corresponde, qu'il vienne de toi, là. D'accord, donc ça c'est vrai que je pense que c'est un point essentiel puisque parfois la personne elle a l'impression que c'est soit ça, soit ceci, et il y a ces valeurs conflictuelles comme tu as Ouais, noté. On peut prendre un exemple simple, donc un exemple professionnel. Une personne elle va être insatisfaite dans son travail, elle n'aime pas ce qu'elle fait, mais d'un autre côté ouais, il y a la sécurité, la stabilité que ça lui apporte, et le fait de partir, ben, elle pourra plus payer ses crédits, elle pourra plus payer sa vie de tous les jours. Et c'est vrai que plus ces forces contraires sont importantes, plus souvent la personne va ressentir du stress. absolument. Plus elle y réfléchit, plus le stress devient important, plus il y a de la confusion. Et ce que j'ai souvent observé, et que tu dois aussi observer autour de toi, c'est que à cause de ce stress, bah, les gens ils vont rester dans un espèce de statu quo, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le changement. Donc soit Ouais, l'insatisfaction elle va aller grandissant, donc la personne va être de plus en plus malheureuse, soit il va arriver à un point où le changement va être obligatoire parce qu'il va y avoir trop de souffrance et le changement va se faire mal parce qu'il va se faire très ouais, difficilement. c'est vrai. Donc comment faire pour ne pas arriver à ces extrêmes? Comment faire pour diminuer ce stress, cette confusion et plus sereinement faire un choix, que ce soit professionnel ou personnel? Mais je pense que la première chose, c'est qu'il faut connaître. C'est vrai que on parle de stress, mais on pourrait parler de déchirement, hein, parce que c'est le stress et le résultat de tout ça, mais il y a des changements qui amènent des arbitrages assez délicats entre les différentes valeurs que j'ai. Quand je les connais et quand je sais leur hiérarchie, c'est un grand terme pour dire comment leurs forces les unes par rapport aux autres, c'est plus facile de faire un choix. Mais quand on le sait pas, et la plupart du temps, on sait nos valeurs parce que au moment, bon, ben, ce qui fait que je prends telle ou telle décision, que je fais tel ou tel choix, c'est que j'ai telle ou telle valeur. Dans le fond, mes choix sont conditionnés par les valeurs que j'ai. Mais c'est pas tout le temps qu'on prend le temps d'évaluer c'est quoi les valeurs profondes que j'ai derrière. Il ne s'agit pas de toutes les connaître, mais particulièrement quand on veut faire un changement important, un changement de genre de vie, changement de vie professionnelle, changement de vie personnelle aussi. Si je les connais pas, je m'en vais un peu je m'en vais un peu au hasard et je me fie à ce moment-là à la réaction qu'il va y avoir autour de moi pour évaluer et à l'intérieur de moi pour évaluer est-ce que c'est bon. Et pour éviter ça, je pense que faut que ça vienne d'en dedans et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire, faut pas que bien sûr que l'extérieur réagit à mes choix et me donne des indices, mais je pense que ce qui est plus fort, c'est quand on prend le temps d'aller voir en dedans, de s'interroger sur c'est quoi mes valeurs fondamentales, parce que c'est des immenses filtres de la perception et de mes choix. Et
Et ça se discute pas. Moi, je me dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il y a peut-être des valeurs qui sont plus souhaitables pour une société ou pour même un individu. Mais en soi, si j'ai telle et telle valeur, peu importe les raisons, je les ai. On parlera tantôt comment on peut éventuellement changer ça parce qu'effectivement, si mes valeurs ne me permettent pas d'aller vers là où je veux aller, il y a peut-être des changements qu'on peut faire. Mais je pense que le premier pas, c'est ça, c'est de prendre le temps de s'interroger pour essayer de voir en dedans de moi, c'est quoi qui est important pour moi, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Moi, je dis souvent, essayer de voir dans notre vie un peu derrière les moments où on a pris des décisions vraiment importantes et on n'en fait pas à la tonne, hein, des décisions qui nous lient là, vraiment, là, qui coupent les ponts derrière soi. Là. Le choix probablement de notre orientation professionnelle, je pense que c'en est une, ou de vers quoi on va aller étudier plus tard, c'en est une importante. Le choix d'aller en couple ou non, de se marier, d'avoir des enfants, ça, c'est des décisions qui sont importantes et c'est à ce moment-là que nos valeurs s'expriment. Regarde la fameuse discussion qu'il y a dans les couples souvent entre les conjoints pour savoir un est prêt à avoir des enfants, l'autre non. C'est des valeurs là, qui sont en cause. Il y a pas, ça se discute pas. Hein? Je disais souvent à des gens dans les entreprises, entre autres, quand tu as des conflits de valeurs, ça se discute pas une valeur. Plus tu la discutes, plus tu vas te confronter et vouloir absolument la soutenir. La seule façon souvent de vivre avec des gens avec qui on a des valeurs différentes, c'est d'avoir un projet commun où ces valeurs-là se touchent pas. Mais tu comprends, c'est ça la difficulté souvent, c'est que nos buts ne s'harmonisent pas nécessairement avec nos valeurs. Et la première étape, je pense vraiment, c'est d'aller voir en dedans. Bon, il y a des exercices pour faire ça, mais de s'interroger, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi et ensuite, et ensuite. Et si j'ai la chance d'avoir un objectif en vue, par exemple, je veux changer d'emploi, je suis plus capable je me sens insatisfait à l'endroit où je suis. Mon objectif, il ne faudrait pas que ce soit juste un objectif de je veux fuir cet endroit-là. Il faut vraiment que j'ai le goût d'aller vers quelque chose qui me correspond. Parce que si c'est juste de l'évitement, je vais me transporter ailleurs et je vais recréer ailleurs la même chose. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut s'interroger, c'est quoi qui me motive à vouloir laisser cet emploi-là? C'est quoi? J'ai pas de reconnaissance, OK? C'est-tu possible que cette reconnaissance-là, je la trouve ailleurs? C'est possible. Mais c'est-tu possible que je puisse changer ma façon de vouloir avoir la reconnaissance? Autrement dit, j'essaie de me la donner à moi-même. Bon, je pense qu'il faut, à un moment donné, faire. C'est pour ça que dans le livre qu'on a écrit, on dit beaucoup, la première étape, c'est décider ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, de quoi on rêve, et à partir de là, on fait sortir nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui peuvent m'y amener? Quelles sont les valeurs qui, éventuellement, tu sais, si j'ai le goût de partir mon entreprise et que pour moi, je sais pertinemment que ça va demander beaucoup d'heures et que la valeur de la famille est importante et Dieu sait que ça peut demander beaucoup de temps, ça se peut que ça entre en conflit. C'est quoi qui est plus important pour moi? C'est l'avancement, aller vers là où je vais aller dans mon métier ou c'est la famille? Les gens vont dire les deux, mais c'est quoi l'importance relative? Alors, si tu sacrifies la valeur de la famille alors que pour toi, c'est une valeur vraiment, vraiment vitale, tu viens de t'organiser pour être déchiré et pour vivre du stress. D'accord. Alors, première étape, c'est ça. Première étape, c'est aller voir en dedans. D'accord. Essayer de voir les choix que je veux faire. Alors, quelles sont mes valeurs par rapport à ça? D'accord. Donc, par rapport à ça, j'ai une question. Donc, déjà, tu dis, donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une démarche qui est proactive. Donc, où vraiment prendre le temps de se poser des questions, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important, qui va nous amener à faire certains choix, ou bien il y a une attente, il y a une passivité où la personne va attendre que, par exemple, si elle est en couple, le couple va aller de plus en plus mal, la personne va se sentir misérable, et c'est là où elle va être obligée de faire un choix. Donc là, ça me fait penser à un auteur dont je ne me souviens plus le nom, qui disait que pour bien commencer, il faut bien finir, ou bien finir pour bien commencer. Donc ça me fait penser un peu à ça, dans le sens que mieux vaut aujourd'hui prendre le temps de réfléchir et de ne pas attendre d'être forcé à changer. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui peut motiver les gens à prendre le temps aujourd'hui de réfléchir? Parce que très souvent,
tant que la personne ne ressent pas une difficulté ou une vraie souffrance, elle ne va pas agir. Qu'est-ce qui peut motiver les gens, ou quels peuvent être les outils à se dire qu'aujourd'hui, d'accord, je suis moyennement satisfait dans ma vie de couple ou dans mon travail. Qu'est-ce qui va motiver aujourd'hui à y réfléchir en profondeur? Tu sais que la pire position, c'est la position où c'est pas trop souffrant, mais pas trop intéressant non plus. Hein? C'est la position du confort relatif. Oui, je suis inquiet, mais en même temps, bon, je suis pas si mal, etc. Et nous, ce qu'on suggérait, en tout cas, moi, ce que je me suis appliqué à moi, c'est un peu une technique où tu te fais souffrir à l'avance, dans le fond. C'est-à-dire que j'essaie de voir un peu se projeter dans l'avenir, puis partir de la souffrance que j'ai maintenant, si je veux vraiment faire le changement, là, puis essayer de me demander, OK, si je ne fais pas les changements que je veux pour aller vers où je veux, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment je me vois si je ne fais pas ce mouvement-là? Et tu sais très bien que le cerveau ne fait pas tellement la différence entre le réel et l'imaginaire. Et je me dis, quand on prend le temps vraiment de... Autrement dit, il faut que j'aie le goût de changer et que je veux me donner un peu de motivation en augmentant la souffrance. À ce moment-là, ben, si je suis capable d'imaginer le pire, ça a l'air fou, mais je suis capable d'imaginer le pire, l'influence que ça va avoir sur ma santé, Je vais donner juste un exemple. Dans un atelier de travail, à un moment donné, il y avait si on a le temps, là, je vais prendre juste 2 minutes, un homme qui était là, on avait fait un travail sur le plaisir au travail, les différents besoins qui étaient... Puis ce monsieur-là, la plupart de ses besoins au travail n'étaient pas satisfaits, sauf son besoin de sécurité. Il y avait un bon salaire, une bonne rémunération, bon, etc. Et il était confortable, il était habitué à ce qu'il faisait, etc. Mais malheureux, là, à tous les points de vue, autre que ça. Autrement dit, il était en souffrance. Et il me disait, mais je pense pas de faire le changement. Il dit, de toute façon, il m'en reste seulement pour une dizaine d'années ici. Moi, je l'ai regardé et j'ai dit, ça se peut que vous ayez le goût de souffrir comme ça encore pendant 10 ans, mais j'ai juste essayé avec lui d'essayer de voir qu'est-ce que vous croyez qui va se passer sur votre santé si vous restez comme ça. Quelle influence, quelle image vous pensez que ça donne à vos enfants pour lui, c'était une valeur fondamentale. Quelle image vous pensez que ça donne à vos enfants d'un homme qui continue à avoir un travail alors que, bon, il était vraiment, vraiment insatisfait. Et avec lui, j'ai fait un peu le cheminement d'essayer de lui faire imaginer le pire. Et je te dis pas que ça fait tout changer, parce que ça, c'est un travail qu'il faut faire soi-même. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé beaucoup, à un moment donné, à m'imaginer si je partais pas de l'enseignement pour faire ce que je voulais faire, c'est quoi qui allait arriver? Comment je me verrais dans le miroir dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, ou même, tu peux aller jusqu'à... Quand je vais être sur mon lit de mort, là, puis que je vais regarder en arrière, là, c'est quoi que je vais me dire? Je vais-tu me dire je suis content ou je regrette? Alors, tu vois, ça, c'est tout l'élément de la souffrance. Mais il faut accompagner ça aussi du plaisir, dans le sens qu'il faut que j'essaie de voir, OK, si je fais ce changement-là que je souhaite, c'est quoi le mieux qui peut m'arriver? Quelle influence ça va avoir sur mon état de santé, sur ma condition financière, sur ma satisfaction personnelle? Et je me projetais comme ça dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et à ce moment-là, tu joues avec les deux forces de la motivation. L'évitement de la souffrance, je ne dis pas que ça règle tout, mais dans mon cas, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à faire les pas, puis à dire, OK, c'est vers là que je veux aller, même si je ne vois pas encore complètement où je veux aller, c'est vers là que je veux aller. Et je me ramenais régulièrement à ça pour me dire, regarde, Marc, là, tu vas dans le bon sens, là, si tu ne veux pas qu'il t'arrive ça. Fait que tu vois, c'est un peu de l'ordre du conditionnement, mais en même temps, c'est un outil qui peut aider des fois à faire des choix. Il faut comme essayer de se faire sortir de cette zone mi-confortable, mi-malaisante. Il faut que je m'en... Tu sais, si le thermostat est entre 60 et 10, c'est bon, alors c'est ça. Oui, c'est vrai que chez vous, ça ne vous dit rien. Ça va être chaud, un thermostat à 70 chez toi. Mais mettons que la température est entre 20 et 22. Tant que je suis là, je suis bien. Il faut que je fasse sortir faut que je me fasse sortir de cette zone de confort-là d'une façon ou et la vie se charge de nous faire sortir de là. Oui. Si on ne le fait pas, à un moment donné, tu es malade. À un moment donné, tu sais les effets du stress sur la santé, ce que ça peut donner. À un moment donné, ça joue sur ton couple, ça joue sur ta vie de famille, ça joue sur tout. Alors, ou bien t'attends après ça,
Ce qui est correct aussi, parce que, bon, une énorme souffrance, à un moment donné, peut me décider à... Mais ça rejoint un peu la phrase que tu disais tantôt. Des fois, quand je fais ça, c'est comme j'ai pas le choix, là. Il faut comme ne pas se donner le choix avant que la vie ne me donne pas le choix. Oui, donc il y a vraiment cette notion de sortir de ses habitudes, donc de ses habitudes de pensée, où, comme tu disais, Ouais. on est dans un confort, on pense aux choses du quotidien sans vraiment se projeter, et que c'est intéressant voilà, de se projeter dans le positif, de se projeter dans le négatif. Cette projection va engendrer des émotions. Donc, comme tu expliquais, ce qu'on imagine, c'est comme si on le vivait. Donc, et c'est ces émotions, ces envies, ces inquiétudes qui vont peut-être nous pousser à mettre en place des actions. Et le changement va pouvoir exister de cette façon. C'est un moyen, en tout cas. C'est un des moyens. Alors, il y a juste une autre chose qui me vient à l'esprit. Donc, en parlant de cette projection où tu t'imagines le pire de ce qui peut arriver si tu n'agis pas. Il y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast avec Tim Ferriss, qui est l'auteur de la semaine de 4 heures, qui donnait aussi un exercice que j'ai trouvé intéressant. Lui, il disait que imaginez que vous faites le changement et imaginez le pire. Donc, en 3 points. Donc, la première chose, c'est on imagine, d'accord, si je décide d'avoir des enfants, ou si je décide de quitter ma compagne ou de changer de travail, quelles sont les pires choses qui peuvent arriver. Donc vraiment réfléchir en détail, les mettre sur le papier, les pires scénarios possibles, donc vraiment les choses qui me font peur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, se dire comment je peux faire pour au mieux éviter ces scénarios catastrophes. Et troisième point que moi j'ai trouvé, qui m'a aidé, que je trouvais très intéressant, c'est se dire comment faire pour revenir à mon statu quo. Comment faire si je me suis lancé dans cette direction et que ça n'a pas marché? Comment faire pour revenir là où je suis aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on réalise assez vite que c'est pas si difficile de revenir là où on est aujourd'hui. Et au moins, on aura pu tester la chose et aller dans cette direction. Oui, ouais. C'est très concret, hein? Oui. Et dans le fond, c'est très bien parce que ça donne des stratégies au cerveau, dans le fond, ou en tout cas au cerveau, à nous, comme personnes qui nous font dire, ah, ben, je m'en vais pas au hasard, dans le fond. Mais tu vois, je pense que ce qui motive le plus profondément, c'est un énorme désir de changement, un désir de réalisation. Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait une poussée et cette poussée de croissance-là, on l'avait en naissant, on l'avait pendant longtemps, elle s'est peut-être pour certains éteinte d'une certaine façon, et c'est cette poussée-là qu'il faut retrouver, cette espèce de goût de créer, de goût de réaliser, le goût de jouer dans cet univers-là dans lequel on est venu, de, de, de sortir un peu. Puis là, je pense que le terme jouer est probablement celui qui me touche le plus, parce que il y avait, je sais pas si tu te rappelles, dans Illusion de Richard Bach, Illusion, où le récit d'un messie récalcitrant, il disait je me compare à une loutre dans l'univers. Une loutre, ça joue tout le temps, hein? Et c'est là qu'on un peu à se débarrasser de toutes ces espèces de croyances qu'on a ramassées, qu'on s'est fait donner, qu'on a achetées, du genre moi je suis pas capable, ou je parlais hier justement par chat avec une personne qui me disait que elle se croyait, elle se disait pas intelligente. Regarde, quand tu commences, et pourtant là, on est en et, ce qu'elle me disait, c'était très rationnel, c'était très... écoute, mais tu comprends-tu? On a toutes ces espèces de croyances auxquelles avec lesquelles on s'en fâche, qu'on a achetées peut-être un peu selon le tempérament qu'on a. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus acheteurs que d'autres. Des enfants qui sont plus acheteurs. Moi, quand je vois des enfants qui sont curieux, qui sont de docilité, je me dis, oh... attention à ces enfants-là parce qu'ils veulent tellement faire plaisir. Tu sais, et souvent, on a fait plaisir à bien des gens au lieu de se faire plaisir à soi. On a appris ça très tôt, c'est notre façon de nous faire aimer. Et il y a tout ça hein, qu'il faut comme retrouver, cette espèce de moteur qui fait que tu as le goût que ce soit pas banal ton existence, que ça sorte un peu du quotidien, des normes et que tu en fasses un chef-d'œuvre, dans le fond. Un chef-d'œuvre, c'est pas nécessaire que je sois un écrivain
reconnu dans le monde entier. C'est un chef-d'œuvre. C'est juste que le soir, quand je me couche, je me regarde, je suis content de moi. Tu sais, j'ai une satisfaction et je suis bien, je suis heureux dans le fond, même si j'ai un travail de 9 à 5 et que, tu sais, pas nécessaire que ce soit des affaires qui sont présentées à la télévision hein, pour que ce soit extraordinaire. Et pour que finalement je me sente heureux. On en revient à ça, hein, parce que le bonheur, c'est pas nécessairement dans ce qu'on fait, c'est comment on est à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu penses de la... Moi, personnellement, j'ai remarqué que pour mettre en place un changement, donc il y a ma motivation personnelle, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment ça va m'enrichir. Mais aussi, j'ai remarqué que lorsque je connectais ce changement à ce que ça peut apporter aux autres, c'était beaucoup plus puissant. En quelque sorte, ça enlevait beaucoup d'émotions, il y avait moins d'inquiétude et le changement se faisait plus facilement. Donc vraiment réfléchir, si je mets ça en place, comment ça va être bénéfique pour les autres, comment ça va... Mais euh, tu vois, tu parles d'une de tes valeurs. mm, Tu vois, une de tes valeurs, c'est que ce que je fais puisse servir à d'autres. Et probablement que c'est là comme un filtre pour que tout ce que tu fais puisse servir, bien sûr, serve à toi aussi, mais s'il n'y a pas cette notion-là que ça sert aux autres, tu vas être moins heureux. mm, Il y en a qui vont l'avoir moins. mm, Il reste que je partage avec toi ça. Moi, je pense que probablement tous les gens qui sont un peu dans des enseignants ou dans les métiers d'aide, on a un peu cette valeur-là de, mon Dieu, j'espère que si ça pouvait servir. Hein. mm, Je sais pas si tu remarques quand on reçoit des gens à la maison, comment on sort notre vaisselle un peu plus du dimanche où on met les choses. Hein. Tu sais, c'est comme quand il y a les autres qui sont là. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on veut qu'ils nous trouvent faim, mm, c'est on le fait pour eux. mm. Et cette notion-là, c'est une valeur, mais tu vois, on trouve les valeurs dans le fond. C'est une valeur importante probablement pour toi, comme ça l'est pour moi aussi, puis comme ça l'est probablement pour tous les gens qui sont dans les métiers du genre de ce qu'on fait. Alors pour revenir aux difficultés du changement, ce qui se passe parfois aussi, c'est que la personne, elle va prendre une décision, donc elle va faire un changement, elle va le mettre en place et elle va être confrontée à une difficulté, à un obstacle, et très vite, ça va la refaire plonger dans ses doutes. Elle va se dire, ouh là là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, on m'avait prévenu, et l'immobiliser en quelque sorte, parce que ça va la priver de ses moyens, elle va pas pouvoir aller de l'avant et elle va parfois regretter son changement. Et en regardant une de tes conférences, tu parles qu'une vraie décision, c'est lorsque l'on sait qu'on va pas faire marche arrière. Et tu donnes un exemple intéressant, celui de une personne qui arrête de fumer, par exemple. Il y a les gens qui arrêtent de fumer en se disant peut-être que je reprendrai. Et il y a ceux qui arrêtent de fumer, ça fait 20 ans, et ils savent que jamais ils le reprendront. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que cette prise de décision, comment favoriser une prise de décision qui soit solide en quelque sorte, et pas tout de suite retomber dans l'inquiétude et revenir à la case départ. On peut se permettre de prendre des décisions et de revenir et de reprendre la décision. Moi, je pense qu'on peut faire ça parce que, tu sais, prendre une décision, ça implique que je vais poser des gestes pour aller vers ça. Ça implique que je change des façons de penser. Ça implique que je gère un peu mieux mes émotions aussi parce que je vais rencontrer, et je pense que c'est beaucoup au niveau de la gestion des émotions, j'aime pas le terme, mais mettons l'apprivoisement de ces émotions que ça va se passer. Et il y a une notion, je pense, qui est importante, puis que j'essaie de redire maintenant plus souvent qu'avant, c'est que souvent, on est comme dans un véhicule qui s'en va à 100 km/h en direction de tel endroit et on veut changer notre direction, on veut s'en aller par l'autre côté. Et ça marche pas comme ça. Tu peux pas. Alors, tu peux décider d'aller par là, mais tu n'arrêteras pas ton véhicule d'un coup sec. C'est impossible. Il y a comme un momentum, si tu veux, qui s'est créé, puis je peux pas. C'est comme si je suis en haut d'une côte et que mon véhicule bouge, je peux l'arrêter facilement en avant, mais si je suis en bas de la côte, je l'arrêterai pas comme ça. Et je pense que ça, c'est une chose que les gens doivent comprendre aussi. Moi, ça m'a aidé, en tout cas, le jour où j'ai réalisé que des façons de penser, même si tu décides de la changer, ça se peut qu'elles reviennent. Mais à force de
que pratiquer, je dirais, de peut-être être découragé complètement parce que, bon, ça n'a pas donné ce que je voulais, mais bon, on peut toujours revenir, tu sais. Ça, je dis souvent, moi, c'est pas parce que ça n'a pas donné tout de suite des résultats que si ton moteur en dedans est là, tu vas y revenir, mais c'est sûr que tu es déçu. Et à force d'y revenir, à force de changer ma façon de penser, d'essayer de voir la chose autrement, je finis par changer cette direction-là et graduellement arrêter le véhicule et essayer de pousser mon véhicule dans l'autre direction. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, bien sûr, probablement que face à la même situation ou à des situations semblables, tu vas avoir le même réflexe que tu avais avant, mais très rapidement, tu vas changer ton... Comment dire, la réaction automatique va être encore là, mais on dirait que le lobe frontal embarque, si tu veux, et vient te dire, non, non, regarde, maintenant, c'est pas comme ça que je suis, c'est pas comme ça que je veux être. Ça se fait plus rapidement. Ça me fait penser à des gens qui me disent, moi, il y a des gens m'envoient des insultes et je suis capable juste une semaine après de me dire j'aurais dû dire ça. Mais avec le temps, tu finis par être capable de dire tout de suite ce que tu veux dire. Mais c'est un peu pareil pour ça. Je pense que c'est des habitudes qui se prennent. Et à un moment donné, tu es capable. Ton véhicule est parti de l'autre côté. Il y a encore ce mauvais côté-là, mais ton véhicule est du bon bord. Et ça, c'est une chose, je pense, ça veut dire, ça demande de revenir, de refaire, de se ressourcer. Je pense que il y a une des choses qui arrête le momentum dans une direction, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a dormir fait ça. Quand tu dors, tu t'arrêtes pour un moment de tout ton flot de pensée et t'arrêtes ça. Méditer fait ça aussi. Quand tu médites, si tu médites bien, tu es capable d'arrêter ça pendant un certain temps. Et à force de le faire, c'est comme si tu te créais des moments où tu arrêtes ce flot de pensée-là et c'est comme si ça donnait une immense respiration. Ça te donne de l'air, si tu veux. Faire de l'exercice fait ça. Il y a des gens pour qui méditer, c'est pas leur tasse de thé. Je lisais un de tes articles sur la méditation et la dépression. Où il disait, entre autres dans l'article, je trouvais ça intéressant, c'est des fois, il y a des gens pour qui se concentrer sur la respiration, c'est pas suffisant, ils ont besoin d'être actifs davantage. Alors moi, je peux te dire que l'année où je suis allé faire Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai marché 850 km, il n'y a rien dans ma vie qui m'a autant branché que ça, parce que quand tu marches, avec un sac sur le dos, que tu as des ampoules, puis j'avais des décisions importantes à prendre à ce moment-là et ça s'est pris très rapidement. Pourquoi? Parce que tu es centré. Alors, tu vois, ça prend à travers tout ce qu'on veut vivre, dans le fond. Autrement dit, il n'y a pas de thérapie presse-bouton. Hein? On voit beaucoup que, OK, je veux ça, j'ai décidé ça, je pars, je rencontre un obstacle, whoop, pas comme ça que ça aurait dû se passer. Ben, tu vas rencontrer des obstacles. Je dirais que tout l'art est dans qu'est-ce que je vais faire avec ces obstacles, comment je vais réagir à ces obstacles-là. Puis il faut se donner une pause de temps en temps. Tu sais, faut se retrouver de temps en temps où on respire. Oui, donc il faut d'une part être tolérant, une certaine tolérance, même une certaine douceur envers soi-même, donc comprendre que, comme tu disais, qu'il y a des habitudes, qu'il y a toute une vie derrière qui fait qu'on perçoit les choses d'une certaine façon et ça ne change pas du jour au lendemain. Et à côté de ça aussi, prendre le temps de se ressourcer et trouver le moyen de nous ressourcer, que ce soit la méditation, les activités physiques, la marche. Et c'est vrai qu'il y a de multiples moyens qui sont disponibles. Et c'est pas accessoire, ces moyens-là. C'est comme si pendant que tu fais ça, tu remets ta pendule ou tu remets tes horloges à l'heure. Hein? C'est un peu ça que ça fait et c'est pas inintéressant. C'est un retour vers soi. Ouais. Où on prend le temps d'arrêter cette stimulation continue de l'extérieur. Pour prendre des vraies décisions, il faut les prendre plus dans un état où on est proche des pendules à l'heure. Oui. Parce que prendre une décision lorsque tu es dans la nécessité, tu vas le faire. Oui, que ce soit dans la réactivité ou dans l'émotionnel, en général, ça... C'est pas nécessairement ce que ça correspond aux besoins du moment, mais ça te correspond peut-être pas. Oui, parce que c'est vrai que souvent, parfois, les gens passent d'un extrême à l'autre. Soit on va adorer une personne, soit on va la détester.
Soit on va faire beaucoup de sport, soit on va manger n'importe comment. Donc voilà, on passe d'un extrême à l'autre et en général, on est malheureux dans les deux extrêmes. Connais-tu des gens qui se tirent dans la méditation plusieurs heures par jour en commençant, toi? Mm, mm, mm. C'est vrai? Oui, et après ça, là aussi, tu peux avoir pas des abus, mais oui, on va pousser la chose jusqu'à l'extrême, jusqu'à presque s'en Ça rend écœurer malade? et surtout être très frustré parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut plus être réceptif à l'expérience. Ouais, c'est Et, ça. et C'est c'est comme là. vouloir quelqu'un qui dit je veux commencer à faire de la course et qui commence à vouloir courir 10 km en partant. Mm, mm, Des fois, ça marche pas comme ça. oui. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut comme se donner, faut être bon avec soi. J'aime bien ton expression. Faut être bon avec soi, mais on est tellement dans une société qui est de performance, qui demande que rapidement ça demande c'est pour ça qu'il faut se retrouver. Je pense qu'il faut retrouver comment on est, comment ça résonne en moi le choix que je veux faire. Mm, Et ça, moi, je pense que c'est la seule condition. mm, mm. Alors, juste un dernier aspect par rapport à ce sujet. Comment communiquer auprès de ses proches, auprès de sa conjointe, de son mari, de son conjoint, de son patron, de ses collègues, donc si la personne a réussi à prendre le temps de revenir vers elle, d'observer ses valeurs, et face à elle, à quelqu'un qui est peut-être pas dans la Il y a même pas les- dynamique, qui a d'autres valeurs, comment communiquer nos valeurs pour que la personne nous comprenne et pouvoir prendre la bonne décision. Ça demande sans doute qu'on se parle beaucoup. Ça demande sans doute que si j'ai un projet, et là aussi tu viens de trouver à quel endroit est ta valeur du couple, ou ta valeur de la famille, ou ta valeur, tu comprends? Mm. Ça se peut que cette valeur-là soit moins forte que ta valeur de vouloir aller vers ton rêve. Mm. À ce moment-là, ton choix, même si tu en parles à l'autre, bon, ben, ta valeur est moins pesante, si tu veux. Mais si pour toi, ta valeur, et il y a c'est clair que si je suis capable de communiquer mon projet à l'autre et que l'autre, ça correspond à ce qu'il est aussi, il y a une énorme force à ce moment-là qui va, tu sais, à deux, c'est sûr que c'est encore plus fort, tu sais. Mais pour ça, il faut que je lui en parle, il faut que je les connaisse, il faut que je lui en parle, il faut que j'essaie de voir quelles sont ses valeurs à lui aussi, c'est peut-être à moi aussi à essayer de découvrir, et ça se peut que ça concorde, ça se peut que ça ne concorde pas. Mm. Si ça ne concorde pas, c'est pas plus grave. Ça sera pour une autre fois. C'est-à-dire que peut-être cette valeur-là fondamentale. Mais il y a aussi, je t'en ai pas parlé encore, mais je pense que c'est important aussi de voir des fois c'est quoi les critères qui font que pour moi, telle valeur est respectée. Et c'est des critères qui sont très personnels. Je vais te donner juste un petit exemple très rapide. La valeur de la reconnaissance, par exemple. Quand tu parles de reconnaissance dans les milieux de travail ou un peu partout, tu demandes aux gens, est-ce que c'est une valeur importante pour vous autres, ou un besoin même? Les gens vont dire, oh oui, c'est... Mais si tu vas juste un peu plus loin, tu leur demandes, c'est comment vous le mesurez, vous, que vous êtes reconnu? Mm. Et tu vas trouver 56 réponses. Mm. Tu as des gens pour qui la reconnaissance, elle se mesure au fait on leur dit qu'ils font un bon travail, que ça se vérifie par un bonus peut-être à la fin de l'année, ou par des tapes dans le dos, ou par des feedbacks. Mm. D'autres qui vont se dire, moi, même quand on me dit que j'ai fait un bon travail, si moi je sens que j'ai pas fait un bon travail, je suis pas content. Alors tu vois, c'est un critère qui est plus intérieur dans le fond. Et ça, c'est important de démêler ça. C'est quoi mes critères de vérification? C'est un terme dans la psychologie qui veut dire c'est quoi les choses qui doivent se passer en moi et autour de moi pour que cette valeur-là soit respectée. Et il y a des fois où on ne changera pas la valeur, mais on peut peut-être essayer de changer son critère de vérification. Je te donne un petit exemple. Une dame que j'ai connue qui travaillait dans un centre hospitalier. Ici, il y a eu, probablement comme chez vous, une énorme réforme de la santé il y a quelques années dans les hôpitaux. Elle mesurait la valeur de son travail, de se sentir utile, de contribuer. Elle mesurait ça par le fait qu'elle pouvait être très proche des patients, avec qui, elle pouvait donner le bain pendant une demi-heure
donner le bain à un patient, prendre le temps de parler, etc. Et avec la réforme et tout ce qu'il y a eu, elle n'avait plus le temps de faire ça. Elle était très insatisfaite. Autrement dit, il y avait une valeur qui n'était plus respectée. Et elle disait, je m'en vais-tu ailleurs où, tu comprends, il y avait de la souffrance. Et à un moment donné, elle a essayé de voir, est-ce que soit je m'en vais, je vais trouver un endroit où cette valeur-là va être respectée, c'est une chose qui est possible, ou j'essaie de voir parce qu'il y avait des critères qui faisaient qu'elle était bien là aussi, il y avait un bon salaire, des amis, bon, etc. Et elle a essayé de changer un peu son critère de vérification de sa valeur. Autrement dit, au lieu de mesurer le fait qu'elle contribuait simplement au temps qu'elle passait avec le patient, elle a pu mesurer ça autrement. Elle disait, mon travail aujourd'hui, c'est beaucoup plus travailler sur un ordinateur et faire des plans de soins. J'ai moins de contacts. Alors, tu vois, il y a une possibilité, il y a un jeu, là. Si on trouve une façon de changer, je dirais, rendre peut-être son critère plus interne plutôt qu'externe, à ce moment-là, ça peut me faire en sorte que le changement est moins important, que je vais rester ici, mais que que mes valeurs continuent à être respectées, mais autrement. Et je pense qu'il y a une piste intéressante. Tu sais, les gens qui se disent, je vais donner un exemple très, très rapide. Quand j'ai commencé à enseigner, mon épouse a commencé à enseigner en même temps. La valeur de la compétence, je l'avais, elle aussi. Moi, je revenais à la maison, j'étais complètement démoli, puis elle revenait à la maison, puis elle était toute heureuse. À un moment donné, on a comparé nos critères. Et moi, mes critères de vérification de ma valeur de la compétence étaient tellement externes, et si ils étaient internes. Elle disait, moi, quand j'ai le sentiment que j'ai fait mon travail, je suis heureuse. Moi, il aurait fallu que tout le monde m'écoute tout le temps, pendant 3 heures de temps. Écoute, tu vois pas ça souvent dans l'enseignement. Tu sais, des ovations debout dans l'enseignement, c'est pas à la tonne. Et tu vois, il a fallu, j'ai changé ces critères-là. Autrement, je serais mort là mais je me sentais compétent, mais autrement. La valeur était respectée. Mon critère de vérification était plus le même. Et je pense qu'on a un jeu, tout le monde, là, des fois. D'accord, oui, ça c'est vrai que c'est un concept très intéressant avec lequel je n'étais pas familier et j'imagine l'importance lorsqu'on est en couple ou que notre choix va affecter d'autres, vraiment de pouvoir communiquer avec la personne pour d'une part comprendre ses valeurs, mais comme tu disais aussi, comprendre l'expression de ses valeurs et pouvoir trouver un compromis en quelque sorte où nous, en exprimant nos valeurs, on arrive à communiquer que ce que je vais faire aujourd'hui, ça va contribuer à nourrir cette valeur qui, même si au départ c'était pas clair, mais vraiment pouvoir le communiquer. Oui, absolument. Mais tu vois, là, on revient à la valeur de la communication. Est-ce que c'est une valeur pour moi, la communication dans le couple? Il y en a qui vont dire, et c'est quoi mon critère pour vérifier ma communication? À moi, il y en a qui vont dire, moi, communiquer, c'est vraiment de m'asseoir avec quelqu'un et dans l'intimité, être capable de parler de nos choses. Un autre va dire, moi, communiquer, c'est quand j'envoie un message par Facebook, je communique. Tu vois que c'est pas la même. Alors là aussi, des fois, on a les mêmes mots dans un couple, ou dans une entreprise, c'est la même chose. On a les mêmes mots, mais c'est pas la même façon de définir ces mots-là. Et c'est important d'aller voir en arrière. Un peu comme dans les émotions, hein, tu le sais. Les gens vont dire, je suis frustré, ou je suis agressif, ou je suis en colère, ou je suis stressé. Stressé, je pense que c'est probablement le pire fourre-tout qu'il n'y a pas. Tu vas voir derrière, puis pour un, il va dire, ben moi, je suis stressé, ça veut dire, je me sens pas reconnu. Un autre va dire, moi, je suis stressé parce que je suis révolté tu comprends? Les mots ne veulent pas dire la même chose. C'est important pour soi d'aller voir derrière qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un exercice que je donnais aux gens, moi, qui était de prendre une émotion que j'ai et d'aller voir dans le dictionnaire des synonymes et de tout regarder les synonymes de ce mot-là, de cette émotion-là. Et des fois, tu mets le point un peu plus sur c'est quoi que tu veux exprimer vraiment. Parce que les mots sont un fourre-tout. Hein. Creuser. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vraiment sortir de ce mode de fonctionnement où on est en mode passif, en mode automatique, et essayer quand on ressent une émotion ou qu'on attribue un terme sur une émotion, qu'est-ce que ça veut dire, et vraiment prendre le temps de... Tu comprends que c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Et pourtant, ça semble tellement important pour avoir une vie équilibrée, en accord avec nous-mêmes, si on n'est pas capable de revenir vers soi. Mais c'est vrai que c'est un programme qu'on se donne, ça demande une introspection. C'est pas tout le monde qui est capable d'introspection, qui a le goût de faire de l'introspection. Il y en a pour qui c'est une perte de temps. Pour moi, c'était la façon d'appuyer tous mes désirs sur ce que je suis vraiment comme personne. Il ne s'agit pas de remonter à l'enfance et à mes expériences. Non, c'est juste de retrouver
je suis le produit de tout ça, qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas tout le monde qui a le goût de ça. C'est pas tout le monde qui a le goût de faire de la méditation. C'est pas tout le monde, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est très différent là-dessus. Hein? C'est pour ça que je me dis, bon, les outils qu'on donne un et l'autre hein, dans nos blogs, on rejoint des gens qui sont déjà proches de ça, qui sont déjà voisins de tout ça. Avec qui ça va résonner, faire résonner certaines cordes Ouais. et après la mise en action. C'est bien comme ça. Je me dis, ça n'enlève pas de valeur à ce qu'on fait, C'est que vrai. ça ne rejoint pas tout le monde. Tu sais. C'est vrai, oui. Chercher à convertir tout le monde ou chercher à aider tout le monde, je pense que c'est illusoire et enfin, on a vite fait à On s'épuiser. n'est pas tous des Jésus ou des Gandhi, il faut croire. Marc, voilà, pour conclure cet entretien, sur quoi tu es en train de travailler en ce moment? Quels sont tes projets pour le blog? Est-ce que j'ai vu que tu avais un livre qui allait bientôt être publié. Oui, il y en a un qui sort bientôt, mais en e-book sur les émotions. On part 3 mois pour écrire sur le lâcher-prise. C'est vraiment, Marie et moi, on se rend compte que c'est un thème qui est dans le fond, c'est facile à dire lâcher prise, mais nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de donner une démarche de lâcher prise. Comment on pourrait, comme on avait donné une démarche pour aller vers ses rêves, on veut donner une démarche. Alors, c'est ça, c'est notre grand projet. Sinon, les petits-enfants nous occupent. J'en ai 2 qui ont appelé ce matin pour qu'on les garde la fin de semaine prochaine. Alors, tu vois, ça occupe. C'est un beau projet pour nous. Marie travaille beaucoup dans le vitrail, l'aquarelle, elle est hyper active, créative. Là. Moi, je travaille en fait de la poterie. Tu vois, finalement, les projets sont nombreux, comme tu vois. Oui, il y a toujours des choses à faire et des choses agréables à faire. Ça, en général, c'est un bon équilibre de vie. Ouais. En tout cas, moi, j'invite tous les lecteurs à visiter ton blog parce que ça regorge d'articles, de vidéos, de conseils très pratiques. Donc, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse de ton blog, si tu as d'autres moyens que les gens peuvent te contacter, si tu peux les partager. Facilement, ils font nous joindre, c'est facile, c'est oserchanger.com, alors c'est très facile à trouver. Puis l'écrivent de n'importe quelle façon, ils vont tomber chez nous. Très bien. Donc Marc, est-ce que tu as un dernier mot à partager sur le changement, sur la thématique qu'on vient d'aborder avec les auditeurs? Non, je te dirais, je te remercie de m'avoir fait traverser l'Atlantique aussi rapidement. C'est la première fois que je vais dans ton coin sans décalage horaire et ça m'a plu énormément finalement. La magie de de Skype et de la technologie. Ça fait un plaisir de... Merci pour ton invitation, c'est gentil vraiment. Oui, ça fait un plaisir de t'accueillir et j'espère à très bientôt. Salut.